Salut à tous, c'est Lucille et bienvenue sur Imaginary Studio. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une suite qui a été très demandée sur 3 artistes qui ont changé le monde. Alors, c'est parti. Alors en premier artiste, je voulais vous parler de Claude Monet. Il est né en 1840 et il est décédé en 1926. On pourrait dire qu'il est le dernier grand maître des années 1900 du XXe siècle ou encore le premier grand peintre du XXe siècle. Son art incarne tout simplement le passage de la tradition vers la modernité et c'est quelque chose qui est fabuleux. Monet est un peintre de la couleur, du plein air. Il adorait sortir pour justement peindre les paysages et vraiment garder l'impression que lui, il avait en regardant le paysage. Et s'il est vraiment connu, Monet, c'est parce que c'est la personne la plus connue et la plus reconnue du moins dans la tête de file de l'impressionnisme. Donc Monet à la base il est né à Paris mais il a été élevé en Normandie. Et quand il était jeune, il n'aimait pas l'école. Comme quasiment tous les génies de ce monde qui s'ennuyaient très fortement à l'école. Et en faisant l'école buissonnière à cette période, il apprend l'amour de la nature et c'est quelque chose qu'il ne quittera jamais. Il arrive à Paris en 1859 et c'est à ce moment-là qu'il fait la connaissance de Renoir. Ils adorent tous les deux aller peindre à la forêt de Fontainebleau et un jour, Monet se fait remarquer par Zola. En 1974, il se démarque, il s'associe à une exposition de groupe dans les locaux du photographe Nadar. Et c'est à ce moment-là qu'il présente son fameux Impression soleil levant. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que l'impressionnisme naît. Les expositions de ce groupe-là continuent et perdurent encore et encore jusqu'en 1886. Mais Monet a déjà pris le grand large. Il vit énormément de difficultés dans son art parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Donc il vit comme il peut ces années très difficiles et il décide de s'installer à Giverny ensuite. Donc après son installation à Giverny en 1883, il a de nouveau des épisodes compliqués à vivre. Il perd sa première femme, la mère de ses 2 enfants. Ensuite, il se marie à une autre femme, Alice, qui elle-même est mère de 6 enfants. Donc c'est une très très grande famille qui est en train de naître et beaucoup de bouches à nourrir. Heureusement, le succès vient à l'artiste dans les années 1890 grâce à Durand-Ruel qui exporte en fait ses peintures aux États-Unis. L'œuvre de Monet s'étoffe et il continue de peindre encore et encore. Il s'attelle à des séries de paysages et de monuments qui vont en fait tout simplement marquer l'histoire de l'impressionnisme, notamment celle des cathédrales de Rouen. Monet passe la dernière partie de sa vie à Giverny. Son magnifique jardin, et pour y être allée quand j'avais à peu près 14 ans, je peux vous assurer que son jardin est vraiment incroyable et très très apaisant. Donc son magnifique jardin, il le modèle selon son goût. Il est fasciné en fait par les couleurs, les reflets de la lumière surtout et l'eau en fait. Et c'est ça qui devient sa source principale d'inspiration. Et pour finir l'histoire de Claude Monet, j'aimerais juste rajouter qu'il a vraiment eu une vie un peu tumultueuse et surtout la fin de sa vie a été très compliquée pour un peintre qui adore les couleurs, la lumière et représenter ces choses à travers l'art. Il a développé une cataracte. Elle altère violemment sa perception des couleurs et donc de la lumière. Son ami Clémenceau lui répète sans cesse d'aller se faire opérer, mais le peintre est très très entêté et il refuse. Finalement, au bout d'un moment, son ami est un bon ami, il le force un petit peu et donc Monet se fait opérer de l'œil droit.
Après avoir perdu ses 2 femmes, il perd son ami, j'ai envie de dire, de quasiment toujours Renoir. Il perd son fils Jean et sa belle-fille prend soin de lui. À sa mort, Clémenceau, qui est encore en vie, a refusé de le voir recouvert d'un drap blanc. Il a décidé de mettre des rideaux fleuris et très très colorés. Si on devait expliquer en 2 secondes pourquoi Claude Monet a changé le cours de l'histoire de l'art, c'est tout simplement parce que avant lui, les peintres peignaient en studio et donc jamais à l'extérieur. Monet a démocratisé cette pratique et grâce à lui, beaucoup de peintres ont pu nous émerveiller grâce à leur peinture. Ensuite, je voulais parler de Séraphine Louis, plus connue sous le nom de Séraphine de Senlis. Elle est née en 1864 et elle est décédée en 1942. Bien évidemment, elle est française aussi. Donc Séraphine est malheureusement orpheline très très tôt. Donc Séraphine perd sa mère le jour de son premier anniversaire, malheureusement. Et son père, qui se remarie plus tard, va décéder quand elle aura 7 ans. Sa sœur aînée va alors la recueillir et Séraphine va travailler jusqu'en 1881 en tant que bergère. À partir de 1881, elle travaille en tant que domestique chez les sœurs et en 1901, elle travaille pour des familles bourgeoises de Senlis. Tout en travaillant pour ces familles, Séraphine commence à peindre à la lueur de la bougie. Et petit à petit, elle va peindre de plus en plus et ça va devenir une véritable passion. Un jour, elle est repérée par un collectionneur d'art allemand, Wilhelm Hude, et un jour, Hude décide d'organiser une exposition. Et avec cette exposition, elle va se faire repérer par plein de monde et en fait, ce collectionneur d'art va lui permettre de vendre ses œuvres et donc de générer une petite fortune qu'elle va dilapider petit à petit. À partir de 1930, Hude décide d'arrêter de payer ses œuvres pour les exposer car tout simplement il y a la Grande Dépression. Donc forcément ça éloigne les acheteurs d'art et forcément lui il se fait plus d'argent. Et Séraphine, ça va grandement la perturber. Elle sombre alors petit à petit dans la folie et elle va se faire interner. Et elle va se faire interner pour psychose chronique. Et elle refuse de pratiquer son art là-bas. Ses œuvres vont continuer d'être exposées un petit peu partout, à Paris, à New York, à Zurich, etc., etc. Donc atteinte d'un cancer du sein et vivant dans la misère la plus totale, Séraphine meurt de faim en 1942. Pour parler des conditions de sa mort, elle meurt dans une aile de l'hôpital qui s'occupait d'elle, qui s'appelle l'Annexe. Et il faut savoir que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc les asiles pendant l'occupation allemande, c'était un peu compliqué. Donc elle est morte dans l'indifférence la plus totale. Elle avait demandé d'être enterrée dans une tombe individuelle avec pour mention sur cette tombe « Ici repose Séraphine Louis, sans rival, en attente de résurrection bienheureuse ». Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Séraphine est enterrée dans le carré des indigents de Clermont. Donc ce qu'on pourrait apprendre de Séraphine de Senlis, c'est que une fois qu'on découvre sa passion, il ne faut pas s'arrêter. Et c'est ce qu'elle a fait. Et grâce à ça, elle s'est fait connaître. Grâce à ça, elle a vécu une période heureuse dans sa vie, alors qu'elle était destinée à vivre malheureuse, je pense, toute sa vie. Donc faites ce qui vous rend heureux. Ensuite, je voulais vous parler d'un peintre que moi j'affectionne beaucoup, qui s'appelle Jean-Michel Basquiat. Il est né en 1960 et il décède en 1988, très jeune. C'est une des comètes de l'art contemporain. Il est mort d'une overdose à l'âge de 27 ans et ce jeune ami de Warhol a emmené en fait le street art aux Beaux-Arts. Son œuvre témoigne des réminiscences de son passé familial qui sont conjuguées aux influences du pop art.
Il est devenu l'une des plus grandes figures de l'afro-américanisme dans le monde artistique. Il est né à Brooklyn d'une famille d'origine mixte, donc portoricaine par sa mère et haïtienne par son père. Jean-Michel Basquiat est un enfant très précoce dans le domaine des langues et de l'art. Donc ses parents se séparent et au bout de très longtemps, à ses 16 ans, il revient à New York et il découvre le milieu underground. Il se lie d'amitié pour des graffeurs et il décide d'abandonner totalement ses études. Le pseudonyme de Samo, qui veut dire Same Old Shit, pour graffer dans les rues. Pour combler l'absence des artistes noirs dans les musées américains, Basquiat a très vite une ambition énorme. Pour combler l'absence des artistes noirs dans les musées américains, l'ambition de Basquiat va l'amener à une quête identitaire. Son goût pour le métissage culturel et la haine du racisme nourrissent une œuvre néo-expressionniste, parfois très sombre et parfois très angoissée. À la fin des années 70, alors que Keith Haring est en train de couvrir les murs de graffiti, Basquiat devient une figure de l'East Village. Ils travaillent seuls ou en collectif, ils fondent même un groupe de rock et participent à un film indépendant. Et c'est à cette occasion qu'il a rencontré Andy Warhol. Basquiat commence à exposer ses œuvres et le fait de connaître Warhol lui offre une énorme visibilité. À partir de 81, la carrière de Basquiat va continuer encore de monter. Un article lui est consacré dans Art Forum et cet article s'appelle The Radiant Child et ça souligne son charisme. Il trouve l'appui de la marchande d'art Anina Nosey qui va lui réserver en fait son sous-sol pour qu'il puisse travailler. En 82, il expose chez Larry Gagosian et c'est un des plus importants de tous les marchands d'art contemporain. Et cette exposition, ça va rendre tous les musées complètement fous. Ils veulent avoir absolument une œuvre de Basquiat dans leur musée. Donc pendant que les musées se l'arrachent, malheureusement Basquiat est complètement miné à la drogue et à l'alcool. Il vit dans un loft où soit il peint, soit il regarde la télévision en continu. En 87, Warhol décède et pour Basquiat, c'est la chose de trop, si je peux me permettre. Le peintre décide de s'isoler et il s'enfonce encore plus dans sa toxicomanie. Il va voyager à Hawaï pour retrouver un petit peu ses origines et se calmer, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Il sera retrouvé mort dans son appartement en 88 à New York. En 2017, il faut savoir qu'une de ses œuvres a pulvérisé le record de vente. Elle atteint aux enchères 110,5 millions de dollars. Et ça, c'est le signe que l'artiste, même s'il est mort depuis 30 ans, continue de faire circuler l'art contemporain. Il est devenu l'un des artistes les plus chers de l'histoire et grâce à lui, l'art contemporain continue de vivre encore et encore. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Merci de donner votre soutien encore et encore. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager à tes potes, de t'abonner, d'activer la cloche. Prends soin de toi, c'était Lucille. Ciao!